Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Débrief. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Nouvelle édition ce soir avec encore une fois toute l'équipe de chroniqueurs. Et pour nous accompagner ce soir, on retrouve Yves Rapin. Salut Yves. Bonsoir les amis. Francis Leroux est également avec nous ce soir. Salut Francis. Bonsoir tout le monde. Basile Martin également. Salut Basile. Bonjour, bonsoir. Et puis donc nos deux invités, Julien Dartevel, le coach de l'UST. Salut Julien. Bonsoir. Et puis Martial Carrière, donc c'est la première fois qu'il vient ici. Merci Martial d'être avec nous et bonsoir. Bonsoir. Le coach évidemment de Chinon, donc on parlera rugby bien évidemment et on va démarrer avec du rugby et donc avec Martial. Martial, est-ce que le début de championnat, 4 matchs faciles finalement entre guillemets, n'a pas finalement été un désavantage ? Ah non, c'est pas du tout un désavantage. On avait bien étudié le calendrier. On avait ciblé ces 4 matchs. Il fallait absolument 4 victoires. C'est des points qui sont pris et qui ne sont plus à prendre. On savait pertinemment que la suite allait être beaucoup plus compliquée. On l'a vu, même si on fait un très bon match à Angers, on le perd dans les arrêts de jeu. Donc on récupère un bonus. Et encore un bonus à Saint-Sébastien-Basse-Goulaine ce week-end. Donc sur le début de saison, là on est actuellement 4e. Je dirais qu'on est dans les clous par rapport à nos objectifs. Est-ce qu'il y a des regrets sur les matchs contre Angers et contre Basse-Goulaine ? Oui, Angers, beaucoup de regrets puisqu'on prend une pénalité dans les arrêts de jeu, sinon il y avait victoire. Et puis à Basse-Goulaine, on avait l'occasion de gagner en fin de match, on se fait refuser 2 essais. C'est comme ça, c'est qu'il n'y était pas certainement. Oui, donc un peu de regret. Ouais, après c'est vrai que sur ce qu'on a vu sur le début de saison, on s'attendait peut-être à un petit peu mieux, en tout cas en termes de résultats. Après, comme tu le dis, la défaite à Angers et la défaite à Basse-Goulaine, c'est des défaites qui peuvent laisser derrière. Est-ce que tu penses que c'est des points qui peuvent manquer à la fin, ou est-ce qu'il y a quand même de la marge encore ? C'est des points qui nous manqueront, surtout Angers. Je pense que c'est des points qui nous manqueront à la fin, mais le fait de prendre un bonus défensif, sur les matchs retour, il ne faudra pas qu'Angers vienne prendre un point chez nous. Nous on le sait, l'objectif c'est la qualification cette année. Bon, quand on regarde le calendrier, on voit les 3 premiers. Après, je pense que ça va jouer entre Saint-Sébastien, Angers et puis nous et peut-être Auray aussi. Donc voilà, il y a 4 équipes pour une place. Donc à nous de bien négocier ces matchs retour à la maison de façon à ce qu'ils prennent pas de points et puis effectivement prendre des points quand on se déplace chez eux. Tu vois pas Trignac éventuellement dans ce quatuor là ? On n'a pas encore joué Trignac, mais oui effectivement. Après on le sait, c'est une équipe qui est accrocheuse. De là à les voir dans les 4 premiers, je pense pas quand même. Non, moi je les vois pas du tout accrocher les playoffs, même 5e. Après, moi je serais un peu plus optimiste que Martial, ou alors peut-être un peu plus comment dire, avec un avis tranché. Moi je pense que Chinon tient la place de 4e et je pense qu'ils peuvent la garder jusqu'au bout, pour la simple et bonne raison que pour moi ils sont plus complets, alors avec un effectif au complet bien sûr, mais ils sont plus complets que Angers ou Saint-Sébastien. J'ai vu Angers, une équipe très très joueuse. Je les ai vus à Saint-Pierre et à Tours, une équipe très joueuse mais parfois pas toujours très bien organisée, surtout défensivement, qui a du mal à se replacer sur différents temps de jeu. Et il y a plus de joueurs d'expérience côté chinonnais, plus de joueurs qui sont habitués du niveau un peu plus haut que la Fédérale 3. Donc non, pour moi les 4 premiers sont là, après reste à savoir l'ordre. Ouais, l'ordre, moi je le connais. Après c'est exactement ça. Nous c'est vrai que lorsqu'on peut aligner une équipe, je dirais au complet, on est compétitif. Là, je sais aussi qu'on n'a pas un effectif pléthorique et dès l'instant où il manque quand même quelques joueurs cadres, comme tu le dis, des joueurs d'un niveau supérieur, on est en difficulté. Là, c'est les difficultés que je rencontre en ce moment. Je pense qu'au complet, à Basse-Goulaine, il y avait largement la place de les battre.
Alors moi je tire le positif, je sais que j'ai pas un groupe énorme, mais actuellement ça me permet de pouvoir essayer des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu à ce niveau-là, et puis de les préparer pour la suite. Alors il faut accepter sur une saison qui est beaucoup plus longue que l'année dernière de faire un peu le dos rond et se préparer sur ces matchs de fin de saison avec la réception d'Auray, le déplacement à Trignac et après les phases retour. J'espère que l'infirmerie va se vider un peu. Ouais, puis c'est marrant dans ce que tu dis, parce que tu dis que l'effectif est pas pléthorique, mais la réserve de Chinon est quasiment une des plus belles réserves qu'il y a dans cette poule. Avec la réserve de Tours, on va pas être chauvin non plus, mais les deux réserves en tout cas proposent le plus de jeux et c'est les réserves qui ont les meilleurs résultats. Donc, Ouais, mais de là à ce qu'un équipier réserviste soit au niveau de la Fédérale 3, il y a aussi... je sais pas si ça peut... je parle peut-être comme un ignare du rugby, mais j'ai l'impression que ça peut être ça, non ? Non, mais t'as raison, mais si tu veux, dans le fond, toutes les équipes vont avoir des blessés à un moment ou à un autre. Exactement. Ouais. Mais il y a des équipes qui, quand ils vont avoir des blessés, passez-moi l'expression, ils vont être à poil. Honnêtement, quand on voit la balle, il n'y a pas de joueurs en réserve qui peuvent alimenter l'équipe première. C'est quasiment impossible. Donc, et c'est ce qu'on voit à Tours ou même à Chinon. Il y a des joueurs qui sont à la base, entre guillemets réservistes, mais qui peuvent alimenter l'équipe première. On l'a vu avec des jeunes joueurs comme Jean Clark notamment, qui l'année dernière était réserviste et qui au fur et à mesure gagne du temps de jeu, et il a fait plutôt des belles sorties en première. Donc, et il y a le petit Pierre Belly aussi, il y en a plein. Oui, actuellement c'est vrai que Jean, il a fait quand même quelques matchs avec nous la saison dernière. Là, il arrive à maturité, je dirais. Il lui a fallu une saison. Oui, il fait partie effectivement des joueurs comme Pierre qui ont le potentiel pour apporter une plus-value lorsqu'ils jouent en équipe 1, ça c'est sûr. Mais là, la problématique qu'on rencontre actuellement avec les blessés, c'est vrai que moi je prends pas mal de joueurs de l'équipe, moi je vais mieux appeler l'équipe espoir que l'équipe B parce qu'ils sont vraiment très jeunes. Et là, ce week-end, il a rencontré de grosses difficultés à Saint-Sébastien, qui Saint-Sébastien, eux, ont une très 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 belle équipe réserve. Il va y avoir un match très important dans pas longtemps face à l'UST. C'est un match que vous avez coché depuis longtemps dans le calendrier. Non, pas cool. Évidemment, on regarde quand même le calendrier. On voit quand est-ce qu'on va jouer l'US Tour. C'est vrai que c'est un match particulier, oui, c'est un derby. Pas mal de joueurs se connaissent. Avec Julien, on se connaît aussi depuis des années. Et sur les rencontres de l'an dernier, même si on a pris 0 points, ça a été les deux matchs quand même une belle fête du rugby quand même. Et ça je l'ai beaucoup apprécié. Alors justement, je vais en profiter pour poser la même question à Julien, coach de l'UST. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez coché dans le calendrier, cette rencontre face à Chinon ? À cocher, en fait, j'ai moins cette notion de derby qui s'est peut-être un peu perdue. Là, c'est une rencontre départementale, deux équipes qui s'apprécient et qui se respectent. Mais effectivement, comme disait Martial, ça s'est très bien passé l'année dernière avec l'état d'esprit qu'il fallait sur et en dehors du terrain. Et du coup, c'est un match qu'il faudra prendre naturellement au sérieux, mais on le fait, ou en tout cas, dans l'esprit, on essaie de le faire pour tous les autres matchs. Après, effectivement, il y a des affinités parce que les joueurs se connaissent et sur le terrain, il y a des choses qui peuvent se retrouver. Mais on restera en tout cas, on essaiera dans le discours, dans le message qu'on passera aux joueurs de rester dans cet état d'esprit-là, quoi. Pour en revenir à Chinon, Basile trouve que le jeu pratiqué est plus plaisant que l'an passé. À quoi ça tient ? Disons que quand on a terminé la saison passée, on a fait le bilan sur le jeu, sur le nombre d'essais que l'on marquait. Ça me paraissait pauvre pour de la Fédérale 3 et on s'est mis comme objectif le marquer beaucoup plus cette année. Donc depuis le début de saison, on travaille différemment. Alors oui, ça paie puisque je crois qu'on est à 23 essais marqués alors que l'an dernier on devait être à 28 sur toute une saison. Mais oui, c'est des axes de travail, c'est un état d'esprit, c'est une préparation, mais c'est surtout lié au travail. Et puis c'est vrai l'apport aussi de quelques joueurs qui nous font du bien dans ce registre, dans ce que l'on souhaite travailler, quoi. On va passer maintenant à l'UST, donc avec Julien Dartevel. Alors Julien, Basile était sur le bord du terrain, il t'a trouvé un petit peu agacé sur certaines séquences. Est-ce que c'était juste une impression ou c'était vraiment le cas ?
Non, c'était une impression. C'est ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on a échangé en off à ce sujet. Non, c'était un petit peu de frustration, parce que des fois, on a des actions qu'on aimerait aller, qu'on aimerait voir au bout, et malheureusement, par péché de générosité, ce que je disais aux joueurs hier, on a une petite maladresse qui, du coup, avorte l'action. Mais voilà, non, il n'y avait rien de... Il n'y avait pas de nervosité sur ça. Pas de problème. À l'inverse que Chinon, le jeu est un petit peu moins fluide que l'an passé. Ouais. Est-ce que c'est difficile après une année justement en bonne forme ? Il y a toujours en fait une transition quand peu importe ce qu'on a fait l'année d'avant, il y a toujours en tout cas la volonté de progresser, de s'améliorer, quoi qu'on ait fait l'année précédente. On a sur un poste clé en tout cas perdu Fabien Petit qui est parti, il a fallu le remplacer. On avait sur un recrutement potentiellement cherché un numéro 10 qu'on a malheureusement aujourd'hui pas trouvé, en tout cas un 10 de formation, et on a eu la chance d'avoir Arthur Calvé qui lui a un 9 de formation et qu'on a passé en 10 dans l'intérêt de l'équipe et du club, et il remplit pleinement son rôle aujourd'hui puisqu'il est complètement investi, il est aujourd'hui efficace à ce poste et il prend du plaisir, et avec tout ça il a fallu aussi un temps d'adaptation pour lui pour intégrer en fait le système de jeu. Et puis lui laisser le temps aussi d'avoir des affinités avec les joueurs qui étaient autour de lui, et à l'inverse aussi aux autres joueurs de s'adapter à ce joueur-là, et à quelques nouveaux joueurs qui ont aussi intégré l'équipe, des gars qui étaient un petit peu plus en l'année dernière. Enfin voilà, il a fallu en fait que tout ça prenne, et il nous a fallu quelques matchs pour qu'aujourd'hui ça tourne, quoi. Ouais, notamment Brignon, là j'ai vu oui. qu'il fait Enzo, l'année dernière il a fait que de la baie pratiquement. Il a fait de la baie, puis il a eu surtout une blessure qui l'a handicapé, qui l'a handicapé sur pas mal de mois l'année dernière, mais voilà, ça fait partie des jeunes joueurs prometteurs avec beaucoup de potentiel, et qui intègrent la première parce qu'ils ont le potentiel et parce qu'ils le méritent. Après c'est vrai que quand on dit moins flamboyant, on peut nous penser un peu dur, mais c'est parce que l'UST nous habitue un peu au caviar, donc du coup on est obligé d'être caviar, je sais pas, mais en tout cas le fait d'avoir fait la saison qui s'est passée avec ce qu'on a connu, les joies, etc. Forcément, la barre, elle est haute aujourd'hui, et du coup, les gens sont un petit peu plus exigeants cette année, et finalement, quand on est un petit peu en dedans, voilà, après, mais à juste titre, mais c'est que du coup, il faut nous laisser le temps de retravailler, de repartir de zéro, mais en tout cas, voilà, d'oublier l'année dernière qui a été une très belle année, mais voilà, on peut pas en parler pendant des mois, etc. Elle fera partie des souvenirs dans quelques années, mais aujourd'hui, pour avancer, on peut pas avancer avec le passé, ou en tout cas pas que, et aujourd'hui on est dans une nouvelle poule, un nouveau championnat, une nouvelle saison, donc ça redémarre à zéro. Par contre, moi, je vais te faire un petit constat de spectateur qui n'est pas puriste du rugby, c'est peut-être un truc qui va t'agacer. Pour ça, je peux avant que tu me colles une droite, je préfère te prévenir. Justement, ce côté flamboyant qu'on avait l'année dernière et qu'on a moins, on va dire, effectivement cette année, sauf hier, parce que moi ça m'a vraiment plu. Paul Lebros, qui, quand il jouait en 15, s'intercalait et mettait des cannes, il faisait des zigzags comme il sait faire. Ce que quand on est public, on aime bien voir. C'est maintenant, toi, en tant que coach, ça peut t'agacer des fois parce que c'est vrai qu'il est peut-être des fois un peu trop loin. Bref, là, il joue en 14 parce que tu as mis Théo Bonnefoy en 15. Ouais. Est-ce que tu crois que ce côté, Théo est peut-être un petit peu moins spectaculaire que Paul, même s'il a des cannes lui aussi. Est-ce que tu crois que le fait d'avoir inversé ces deux joueurs, même si Théo a pas beaucoup joué l'année dernière, ça peut justement être une des raisons au côté flamboyant du jeu? Peut-être. En tout cas, moi, j'ai ma conception sur la composition d'équipe, et cette année, mais après, il n'y a rien de figé, puisque en fait, c'est deux joueurs qui ont la polyvalence sur les deux postes, plus Paul arrière et ailier, et puis Théo centre et arrière. Après, on est sur de la forme du moment, sur des sensations du moment, et en ce moment, on préfère avoir Paul à l'aile et Théo à l'arrière. Pour aller un petit peu plus loin sur la gestion de Paul, par exemple, c'est un garçon qui a fait une très bonne saison l'année dernière, et qui, je crois, aujourd'hui, on l'a vu contre les équipes qu'on a rencontrées, qui est attendu. Parce que en fait, ses qualités, elles ont aussi débordé un peu l'année dernière, et du coup, il est aujourd'hui beaucoup plus attendu qu'il n'était l'année dernière, parce que certaines équipes même le découvraient l'année dernière, et du coup, mais quand on le connaît pas,
on a envie de le connaître. Mais, il est trop tard, il est devant. Une fois, pas deux. L'effet de surprise. Et cette année, l'effet d'avoir un arrière qui relance systématiquement, finalement, après, je crois que les équipes s'adaptent et que les montées défensives, elles sont différentes, aujourd'hui. Et puis voilà, comme je vous disais, je suis sur la sensation du moment. Et en ce moment, sans pour autant ne pas forcément aller plus loin, mais en ce moment, on préfère avoir Paul à l'aile et Théo à l'arrière. Moi, quand je te disais ça, c'était pas pour te dire c'est dommage. C'était juste pour te demander s'il y avait si ça pouvait être une explication au côté flamboyant ou non. Voilà. Après, on a un garçon comme Théo et ça fait partie de ses qualités d'être plus relanceur qu'un gestionnaire. C'est un garçon qui a aussi un jeu au pied et voilà, contrairement à Paul par exemple. C'est vrai. Donc flamboyant peut-être un petit peu moins dans ses relances effectivement, mais il en cache pas. Alors que son jeu au pied, s'il était à l'aile, on le verrait moins effectivement. Voilà, donc dans une gestion, après on est dans ces qualités-là qui sont purement rugbystiques. Après dans les envies de chacun, ils sont dans le même profil. C'est des joueurs de ballon qui ont envie de porter le ballon et non pas de la solution du pied. Ils s'entendent bien sur le terrain. Et puis la complémentarité, les affinités font que c'est des joueurs qui permutent aussi assez rapidement ce qu'on leur demande. Donc on fige rien, c'est pas parce que le numéro dans le dos n'est pas celui habituel qu'on les verrouille à un certain poste. Pas du tout. Donc ça peut-être expliquer ça parce que Paul est plus un relanceur et des fois il relance peut-être comme trop, Théo, des fois, lui, a plutôt tendance à essayer de mettre le ballon en touche, puisqu'il sait servir de ses pieds, que Paul, effectivement, ne le fait pas. Ou alors, le coup de pied qu'il va donner, lui, il est pour lui à suivre. Donc, on est plus cette année, parce qu'on tient compte aussi du calendrier, etc. Donc, on est plus aussi d'avoir à l'arrière un gestionnaire, quelqu'un aussi avec l'expérience qu'a Théo aujourd'hui pour savoir s'il faut relancer, etc. Ce qu'apprend à faire Paul aujourd'hui, dans son animation. On va terminer avec les prochains matchs. Martial, ce sera avec la réception de Plouzané. Comment vous abordez cette rencontre ? Plouzané leader. C'est ça. Oui, on s'attend à un gros match. Alors la coupure va nous faire du bien. Après, c'est une équipe qu'on connaît puisqu'on les a joués quand même l'an dernier. On avait fait d'ailleurs un bon match à la maison. On sait qu'ils ont pris une autre dimension. J'aurais pas encore la totalité de l'effectif, mais on va être sur des objectifs à la fois de travail et puis de prendre des points. De toute façon, tous les matchs que l'on aborde, c'est ce que je dis aux joueurs. On joue notre va-tout et tous les points qu'on peut prendre, faut les prendre simplement. Mais on sait que ça va être un match compliqué. Même question pour Julien. Ce sera à Saint-Sébastien, un déplacement. Ouais, on a vu que pareil, en fait, dans l'état d'esprit, en tout cas dans la gestion de tous les matchs, en fait, on essaie de remettre les compteurs à zéro, au moins dans l'esprit, garder les basiques quand ça s'est bien passé comme hier, et puis de travailler sur ces matchs-là qui peuvent, comme hier, devenir des matchs références, et puis on sera en déplacement, une équipe qui a gagné hier, qui veut exister dans ce championnat comme beaucoup là, sur les 7-8 équipes, elles veulent tous en tout cas jouer la carte à fond pour se qualifier. Donc on s'attend à un match serré. Et puis Saint-Pierre, Basile recevra les Sables d'Olonne. Est-ce qu'il y a des points à prendre sur cette rencontre ? J'ai pas envie d'être défaitiste, mais vu comment c'est parti, c'est plutôt mal parti. Après, s'il y a des points à prendre, c'est peut-être là, en effet. Ah oui, là, s'ils veulent effectivement aller chercher 7/10e place, ce rendez-vous-là, faut pas les mettre de côté. Sur ce que j'ai vu, je dis bien sur ce que j'ai vu, ça me paraît compliqué. Après, on sait jamais. De toute façon, il faut qu'ils aient en tête qu'il y a quelque chose à faire. La Roche-sur-Yon a bien battu la Baule, donc tout est possible. Tout peut arriver. Et d'ailleurs, le match d'après, donc le 26, ce sera le match Tours-Chinon. Voilà. Et donc on a hâte de la voir, cette rencontre. Merci beaucoup messieurs. Julien Dertavel, coach de l'UST, et Martial Carrière, donc coach du SCC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si vous restez jusqu'à la fin de l'émission ou pas. Julien, il aime bien parler des autres sports. Il aime bien voler. Et puis Martial, si tu veux rester, il n'y a pas de problème. En tout cas, on va donc changer de sport et passer au handball juste après ce petit jingle. Jusqu'à 20h sur ITS Radio, c'est le grand débrief avec Arthur et ses chroniqueurs.
Le match donc entre Fleury-Loiret et donc le CTHB, un déplacement Francis pour le CTHB. C'était une équipe largement à la portée du club chambrésien et pourtant une défaite au final 27-25. Ouais, le mot largement me dérange un petit peu parce qu'on se rend compte que le championnat pour le CTHB est devenu un petit peu c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, c'est un peu tendancieux, on met le mot qu'on veut. C'est pas si elles sont dans un état d'esprit qui n'est pas si positif que celui de l'année dernière finalement à la même époque. Moi j'ai même l'impression que c'est comme s'il y avait un petit doute qui s'installait là en ce moment quoi. Parce que ça doit manquer un petit peu de fluidité, c'est pas quand on regarde les joueuses bon Nelly Alberto, j'ai l'impression n'a pas joué, je sais pas si elle est blessée ou quoi. Bon capitaine, c'est elle qui rameute un peu les troupes et puis elle était pas elle a pas mis de mur en tout cas, elle a pas de carton jaune, elle a pas de sortie, donc voilà, je pense que et puis bon, Mouna Cheba, 3 buts, elles ont pris un petit courant d'air en début de match, elles étaient menées 9-6, elles sont revenues 12-11 à la mi-temps. Après, c'est serré toute la deuxième période. Elles ont eu, 2 fois l'avantage à 2 buts, 21-19, 22-20. Pour au total perdre 27-25, elles ont un peu craqué. Elles ont été pénalisées 5 fois 2 minutes, alors qu'en face, elles ont été pénalisées que 3 fois 2 minutes. Voilà. Mais j'espère, moi, qu'il n'y a pas un petit truc qui est en train de lâcher, parce que, effectivement, ces matchs aussi importants la saison dernière, ils étaient gagnés. Voilà. Encore une fois, on est peut-être parti avec un petit peu trop d'euphorie, nous, les spectateurs. Est-ce qu'elles ont... Vas-y. Non, mais il y a aussi le fait que les dernières, il y avait l'effet de surprise. Personne ne les attendait là, elles ont réussi à faire des coups. Après, moi, il y a une partie où je suis pas complètement d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est cassé avec le coach Marquez. Je pense qu'il y a un truc qui est cassé avec son effectif. Après, l'avenir nous le dira, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un discours qui passe plus ou une façon de manager qui passe plus, mais j'ai la mauvaise impression qu'il y a quelque chose de négatif derrière. Et il y a eu plusieurs événements qui ne sont pas anodins, dont on parlait la semaine dernière, donc je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression que c'est la bonne voie en tout cas. De toute façon, il est certain que la série de 5 défaites consécutives a pas fait du bien aux têtes. Et puis la victoire finalement n'était pas été rassurante. Celle de la semaine dernière, elle n'était pas suffisamment évocatrice pour remettre de la confiance dans les esprits, quoi. Donc voilà. Et là, un derby, puis Fleury a fait une belle saison aussi. Faut pas mettre ça de côté. Hein. C'est que nous, on parle que du CTHB, mais Fleury fait une plus belle saison que l'année dernière, si on regarde bien. Donc, parce qu'elles sont 6e, les filles de Fleury là. Donc, quelque chose va mieux de ce côté-là. 6e, mais le CTHB avait fini 4e l'année dernière. Oui, mais on parle de la fin du championnat. Moi, à la même période, Fleury, par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et alors la saison passée, c'était totalement l'inverse. On avait un départ catastrophique du CTHB. C'était 5 défaites. Là, on est parti sur 5 victoires, il me semble, de mémoire. Et donc là, c'est l'inverse maintenant. 3 victoires et 5 défaites, voilà, c'est ça. Donc c'était plutôt bien parti, on y croyait à une belle saison, et donc là c'est totalement l'inverse. Qu'est-ce qu'il va falloir pour repartir de l'avant? Parce qu'on avait une rencontre déclic l'année dernière, c'était face à Brest. Est-ce qu'il va falloir attendre cette rencontre face à un gros? Honnêtement, on y croyait sur le début de saison, on y croyait en termes de résultats, mais en termes de jeu, c'était pas ça. On l'avait dit, en termes de jeu... il y avait pas grand chose, quoi. Le fond de jeu était néant. C'était une surprise l'an passé. Oui, mais disons que là, cette année, le fond de jeu n'était pas là. On va parler comme Julien tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui est fait est fait, on démarre à zéro. Il y a des joueuses qui sont parties, il y en a d'autres qui sont arrivées. Moi, il y a des joueuses qui, en ce moment, avec les capacités physiques qu'elles ont, me déçoivent. Il y en a une, c'est Planeta, je vais la citer. Je trouve qu'avec 1m98, on voit pas ce que moi j'espérais voir. Ouais, toi qui cherchais Zemling, mais ça va pas. Voilà quoi, bon. Je sais pas si c'est jour rugby. Là, sont à 6 défaites, 4 victoires. Ce qui est bête à dire, parce qu'on n'y peut rien, mais c'est ce calendrier qui est mal foutu pour elles, quoi. Elles ont joué les 5 équipes qui normalement étaient devant elles potentiellement à la fin du championnat en enfilade. Donc ça s'est soldé par 5 défaites.
Et voilà, ça puis gangrène le cerveau, quoi. Ouais, ça en met pas. Et c'est ça. Ouais. Alors, dire que le jeu est moins bon que l'année dernière, peut-être, mais c'est certainement à cause du mental qui a du mal à suivre, parce qu'elles n'arrivent pas à sortir de cette spirale, et puis maintenant le doute peut s'installer. Mais peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque, hein. Peut-être que Marquez il est la solution, et que si elles ont perdu contre Fleury, c'est peut-être parce que c'était normal sur le terrain, et on verra la semaine prochaine ou quand elles le recevront. Ce sera mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours, face à Besançon, donc à la Fontaine-Blanche. D'accord. Donc Besançon qui est 7ème, est-ce que c'est justement cette rencontre qui peut permettre au CTHB de se relancer? Ah bah de toute façon là, il faut tout ce qui est à la maison, il faut gagner, hein. Donc CQFD. Voilà, c'est ça. C'est surtout les équipes qui sont dans le ventre mou comme ça, pareil, il faut aller chercher les points, parce que si tu commences à te poser des questions. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut viser pour le CTHB? Une place pour les playoffs et pour envisager l'Europe, ou alors on est plus sur le maintien cette année? Bah déjà, valider le maintien le plus tôt possible. Oui, après ils verront. Commencer par le maintien, puis voir la suite. Après ils verront, parce que là, vu comment ça tourne, tu peux pas te projeter sur les playoffs. Hein. C'est pas possible. Surtout quand tu fais qu'une deuxième saison au haut niveau. L'année dernière, on l'avait dit, hein, la première saison, c'est tout, ça peut être bien ou ça peut être pourri. Bon, c'était bien. Et la deuxième, c'était faut même très bien. confirmer. Et la deuxième, faut confirmer. bien sûr. Ça, c'est classique. Vous, messieurs du rugby, vous suivez un peu le hand? Vous en pensez quoi? Mais moi, je suis les résultats dans les journaux, quoi, hein. Je regarde un peu. Hein. Mais jamais dans la salle? Ben, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps après. Parce que mercredi, quand j'attendrai écouter mercredi, bah tiens, ce serait sympa que j'allais voir, mais je m'entraîne. Mais tu peux pas déléguer. C'est compliqué. Bon, je suis pas là, les gars. Ce soir, j'ai été voir les filles de balle. C'était leur planétaire. Il était supervisé. Ah oui, c'est pas pareil. Allez, on va passer au volleyball à présent avec le match du TVB. Donc ce sera juste après ce jingle. Alors là, Julien va parler. Le grand débrief, c'est jusqu'à 20h et c'est sur ITS Radio. Le TVB donc qui affrontait Nantes, c'était jeudi en pleine semaine, après la défaite du Classico. Donc le TVB voulait se reprendre et ça a plutôt bien fonctionné face à cette équipe nantaise. Bah c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Ça a été un peu expéditif. On aurait bien pris un peu de dessert, parce que là on a eu entrée plat, mais ça a été très vite, hein. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est bien, hein, parce que honnêtement on avait loué les qualités du TVB en ce début de saison, et ils ont démontré leur qualité. Voilà, On restait sur Paris, hein, qui avait été quand même bon. Oui, un petit trou d'air, voilà, un petit trou d'air. Mais en tout cas, Paris, ils ont eu un passage à vide, ça c'est indéniable. On en a discuté avec des sources internes qui nous ont confirmé le passage à vide. Là, il y avait une réaction, oui, si on peut dire une réaction attendue. Elle a eu lieu en tout cas. On a vu une équipe qui a joué à son niveau. On a retrouvé d'ailleurs l'équipe qu'on avait vue contre Nice. Ouais, c'est ça. Ouais. L'équipe de la première réception contreCe. Ouais. Donc, une très belle équipe. Gros physique. Puis une grosse qualité au service. Ah, oui. Très très grosse qualité au service. Un bloc infranchissable. Donc, les Nantais ne pouvaient pas espérer grand-chose, honnêtement. Non. On va saluer notre expert volleyball qu'on a par téléphone, c'est Bastien Desmé. Salut Bastien, merci d'être avec nous. Alors Bastien, tu as évidemment observé cette rencontre également. Est-ce que tu as le même avis que Basile sur cette rencontre? Alors moi j'ai pas tout à fait entendu ce qu'il avait dit, s'il peut répéter s'il vous plaît. Il a dit qu'au final le TVB n'avait pas été en danger et qu'il avait vraiment déroulé. Oui, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Victoire sans trembler pour les Tourangeaux. Et alors Julien, ton avis toi là-dessus? Je trouve que depuis le début de la saison, ils ont déjà fait un recrutement qui est très bon, très pointilleux. Ils ont été chercher des très bons joueurs et vraiment à des postes clés. Et puis après, ils s'appuient sur l'expérience d'un joueur comme Eno pour tenir la maison, et les qualités du joueur technique, elles sont là, et humaines aussi. Donc c'est important d'avoir des joueurs cadres et du coup, pas étonné de leur début de saison, quoi. Bastien, quels sont les points positifs à retenir de cette rencontre? Alors moi, j'ai noté une très bonne réception du côté de Tours. On a moins de fautes que lors du Classico à Paris au service, tout en marquant des points, parce qu'ils ont fini avec 8 aces. Donc voilà, un jeu beaucoup plus propre, une très bonne distribution du passeur espagnol Guillermo Herman. Yves, je te vois d'accord avec ce que dit Bastien?
Oui, tout à fait. Hernan a fait un bon match. Un bon match. On a parlé de chouchou la semaine dernière. C'est reparti. On a eu un grand débat là-dessus. Est-ce qu'on l'a trouvé, notre fameux chouchou, Basile ? Bah écoute, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais moi je pense que Herman Seglaskan s'apparente comme être le chouchou. Aussi bien dans l'attitude, parce qu'il a un body language qui est très positif avec le public. Un langage corporel, si vous voulez. Ah oui. Donc qui a un langage corporel avec le public qui est très positif. Qui célèbre ses points sans vraiment laisser vibrer. Ouais, moins exubérant. Il en joue parce que quand il marque un point, il s'arrête un peu, il se regarde et voilà, et ça agace mais particulièrement les adversaires, et ça fait plaisir à Grenon, donc il en joue un petit peu, il a raison, et il a une complicité qui est vraiment flagrante avec son coach Cédric Hénard. On l'a vu des fois sur des blocs ou sur des points, même pas à célébrer avec ses coéquipiers, elle est directement célébrée avec son coach. Oui, c'est vrai. Et je pense que la mayonnaise entre les deux est en train de prendre vraiment, et c'est un joueur qui a une grosse dose de confiance. J'ai pas trouvé qu'il avait vraiment été beaucoup servi contre Nantes, que ce soit à la pointe ou même après sur des attaques en deuxième ballon. Il n'a pas été énormément servi. Par contre, à chaque fois qu'il a été servi, il a franchi. Ah oui, ça... Je sais pas les pourcentages, je sais pas si Bastien a les pourcentages à l'attaque, mais 67% de points à l'attaque. Ouais, c'est ça, oui. Il les a écœurés, quoi. Bon, par contre, c'était peut-être encore un petit peu... Il a été vraiment énorme contre Nantes. Alors Bastien, justement, toi tu avais un avis un petit peu contre celui de Basile par rapport au chouchou. La semaine dernière, tu étais plus sur Hubert Hainaut. Est-ce que cette rencontre face à Nantes t'a fait changer d'avis ? Non, c'est encore trop tôt pour se trouver un chouchou. Moi, je parlais aussi de Nathan, qui est un peu aussi showman. Mais c'est encore trop tôt pour moi pour donner un chouchou. Ouais, mais sauf que Nathan est moins showman au service, alors que le Letton a littéralement pilonné les Nantais au service. Et on a vu le coach nantais des fois désemparé. Un petit peu écœuré. Ouais. après 2 ou 3 services, je me souviens que ça doit être dans le 3e set, il doit faire 2 aces de suite. Et le coach nantais prend un temps mort parce que il dit ça va s'arrêter. Et sur le service d'après, je crois qu'il doit la mettre, il la met dans le terrain, mais elle est sauvée de justesse par les Nantais. Mais la réception est tellement mauvaise qu'ils peuvent pas attaquer correctement derrière, mais il les a vraiment écœurés, quoi. Il a bien pilonné. Oui. Ouais. C'est sûr que le Letton est vraiment un showman aussi. Maintenant, il va falloir voir encore 2-3 journées peut-être pour dire si ça va être lui le chouchou de Grenon. Ah bah le public l'aime bien en tout cas. Ouais, donc puis quelque part on s'en fout un peu quand même, non ? Oh bah voilà. Ah bah non, mais c'est important. L'année dernière. Moi je préfère voir un collectif que de voir un mec qu'on va servir sans arrêt. Un showman qui donne de l'ambiance, ça d'accord. Oui. C'était notre sujet le plus important, il est en train de le plomber. Complètement. C'était une blague. Le prochain match, ce sera à 7, avant-dernier du classement. Bastien, est-ce que tu peux nous analyser la petite blague de Francis pour couper encore une fois la question. Bastien, est-ce que tu peux nous analyser cet adversaire, ce futur adversaire pour le TVB ? Donc c'est une équipe avec pas mal de jeunes joueurs, notamment le poste 4 avec Axel Troutchev, le français. Après, on a un certain Maria Moreau qu'on ne présente plus, qui est toujours régulier, toujours bon. Ça va être le principal danger, ça va être Maria Moreau. Si on arrive à bien le contrer, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Après, voilà, le banc est très très jeune, donc pas beaucoup de temps de jeu. Peut-être un peu à la rentrée Pierre Boulot au poste de réceptionneur attaquant qui joue normalement en libéraux. Mais normalement ça devrait aller. On a aussi Thomas Lamoise qui peut rentrer pour l'attaque sur Marie Moreau ou sur un des attaquants réceptionneurs. Normalement ça ne devrait pas poser non plus de gros soucis cette rencontre. Merci Bastien pour cette analyse. On a eu un petit problème de son, mais on a pu quand même capter ce que tu as dit. Merci beaucoup Bastien d'avoir été avec nous. Il est déjà l'heure de changer de sport et donc de passer au football, puisqu'on a un match à débriefer également. C'était face à Bourg-Perona et ce sera juste après ce nouveau jingle. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief sur ITS Radio. Et donc le match de foot entre le Tour FC et Bourg-Perona, 35 secondes de jeu. Lipini marque contre son camp. Le fameux but. Un but assez inexplicable, messieurs.
Oui, ben non, là, bon, on n'a pas d'explication. Hein. On a cherché, mais on n'a pas trouvé. Non, c'est le plus beau CSC que j'ai jamais vu, moi, personnellement. Alors, c'est quand même assez incroyable parce qu'il frappe tout de même au but. Ouais. Hein, c'est pas une passe pour son gardien. Il frappe littéralement dans le but. Ou alors c'est un appel du pied à son coach, parce qu'il en a marre de jouer défenseur Oui, et c'est il ça, voudrait oui, être attaquant. Non mais moi je me suis posé la question en le voyant à plusieurs reprises parce que qu'est-ce qu'on l'a vu en boucle ce truc-là. Automatiquement. Est-ce qu'il veut pas alors jouer le corner, c'est pas tellement bienvenu non plus parce qu'il a un peu le temps. Est-ce qu'il a pas voulu mettre en touche? Non, il a mal dosé. Moi, à mon avis, il a mal dosé. Ça, il a mal dosé. Il a très mal dosé. Parce que c'est pas une passe vu la puissance qu'il met. Et puis c'est pas tellement le dosage là, c'est la précision. Et en plus, il y avait même pas la nécessité. Vous l'avez vu dans le but? Ah non, c'est quelque chose. Il est à 20 mètres. Il fusille son propre gardien. Du poteau. Il prend le gardien à contre-pied, la balle en plus elle tourne, elle est parfaite. Ah oui, c'est un très très beau but. Mais c'est pour ça que il y avait du réalisme. Ah oui. Un tir, un but. Hein. Philippi, il a 100% de réussite à la. Lipini, pardon. Sur cette frappe, il y a 100% de réussite. Après, oui, comme je dis, c'est peut-être un appel du pied à son coach. Peut-être qu'il veut changer de poste et évoluer plus haut sur le terrain. Le type, il y a peut-être d'autres possibilités. Ouais. Oui, mais en plus, il n'y avait pas. Il était mal. Mais ce qui est d'autant plus curieux, c'est qu'il y avait. En plus, la situation n'était pas catastrophique. Ah non, il n'y avait pas le feu, non. Il n'y avait pas le feu à la maison. Non. Et dans la surface. Donc, quand le club va mal, au bout de 38 secondes. Ah, c'est alors l'entame de match terrible. Bobo la tête, là. Ah oui. Oui, parce que là, en plus, ils avaient vraiment besoin d'une victoire. Donc, mais heureusement, justement, juste derrière, réaction Tourangelle, frappe assez lointaine, on va dire, de Jonathan Grady, et puis une petite erreur du portier adverse. Il était sympa. Hein. Il était sympa. Bon, c'est un petit prêté pour un rendu, quoi. Ah ouais, non, mais la frappe, elle est à 25 mètres. Bon, elle est à mi-hauteur, ouais, à peu près. Allez travailler. Bon, c'est vrai que. Non, on cherche pas d'excuses. Non, le gardien fait une boulette, ça arrive. Hein. Ouais, faute de main. Voilà. C'est avec des erreurs qui bon, ceci dit, ça poussait à ce moment-là quand même. Oui, non, mais la frappe est cadrée. Oui, Boisa avant avait eu une occasion. Oui, l'égalisation est méritée. Elle est méritée. Oui, elle est méritée. Non, mais en termes de jeu, en tout cas. C'était pas extraordinaire comme niveau de jeu, mais. C'est les tours en jeu qui se créent les plus belles occasions. Oui, tout à fait. Bon, Perona, c'est pas venu pour faire grand-chose. Hein. Et pourtant, c'est bien Bourg qui a marqué le second but sur une énorme erreur de marquage. Hein. Le joueur, le buteur est tout seul au deuxième poteau. On voit d'ailleurs Lipini qui appelle son défenseur pour courir derrière. Ben oui, Lipini est peut-être encore un petit peu sur son CSC. Ouais. Pas très bien placé, il faut le reconnaître. Il était dans les mauvais coups. Oui, voilà. Pas que dans les bons. C'est dommage. C'est dommage pour lui. Bah oui, bien sûr. Alors là, Lipini sur le deuxième but, il est dans le coup, il couvre son joueur. C'est juste le latéral droit qui est pas à sa place. Non, pour moi, il a pas à glisser. Il y a John Grady qui est devant. Il y a John Grady qui est devant l'attaquant. Il y a Ibra Cissé, qui est au premier poteau. Il a pas à venir glisser à cet endroit-là. Il doit garder son joueur. Là, il laisse son joueur seul au marquage. On le voit bien qu'il demande justement derrière. Mais un petit peu après coup quand même. Ouais, mais il demande, mais le problème c'est que personne n'a couvert. C'est parce que Mayoro Ndoye, il est à l'entrée de la surface. Belkebla doit être à 30 mètres, donc il y a personne. Donc je sais pas à qui il a demandé. Peut-être au kiné qui était sur le bord et a dit viens m'aider parce que là je suis en galère. Non, il demande à personne. Là, pour moi, il est pour lui le deuxième. Oui. Au marquage, il se trouve, il est pour lui. Faute de défense, donc mais 2-1 pour Bourg et finalement 2-2 à la 42e minute grâce à Mancini. Belle inspiration à la passe également de Boisa. C'est pas la première fois que Boisa se met en avant sur les dernières rencontres. Oui, ça c'est une belle combinaison. Hein. Ça a bien fonctionné. Bon, ça fait suite. Là aussi, il y a quand même pas mal d'occasions. Ça attaquait pas mal quand même, mais toujours un peu désordonné quand même. C'était pas toujours très bien fini comme action. En même temps, t'es dernier. Bien sûr. Donc, mais bon, il y avait la volonté. Il y avait la volonté de revenir et ils y sont arrivés. Puis Mancini, c'est un joueur vraiment très intéressant. Ah oui, intéressant. Oui. Un très bon joueur de ballon, très bon technicien. Oui. Il apporte énormément de danger, il se projette très vite vers l'avant. Et il a une bonne frappe de balle, comme on l'a vu là. Il a juste le gardien. Il arrive à couvrir le ballon avec son corps. Et il empêche le défenseur d'intervenir. Et puis là, c'était un but normal. Et après, il a juste. Ouais. Oui, c'était un but normal. Oui. Ça, on va pas se féliciter non plus de voir des buts normaux, mais. Et c'est justement lui qui sert Miguel sur corner. Ça arrive sur corner, le troisième but, donc inscrit par Florian Miguel, nouveau défenseur du Tour FC. Deux défenseurs qui marquent encore une fois. Est-ce que c'est pas significatif du malaise de l'attaque tourangelle ?
C'est bien qu'il marque, mais enfin, c'est vrai qu'on voit pas. Du coup, on voit moins les attaquants, ça, c'est sûr. Alors ouais, je suis pas complètement d'accord avec toi parce que Sacha Clément, ça a quand même fait un gros match. Il a fait un gros match. Lui, oui. Il est pas récompensé. Il a une belle frappe en un moment qui frôle. Non, mais souvent il est souvent décrié, il est un peu moqué. Non, mais pas forcément par nous, mais en tout cas on le voit un petit peu moqué. Parce qu'en plus, il faut voir ce qu'on lui balance comme ballon. Il a pas que des caviars. Ah non, c'est moins qu'on puisse dire. Et franchement, il fait une grosse partie. Il a été le premier harceleur de la défense de Bourg-en-Bresse pour essayer de récupérer les ballons. Il a été juste techniquement, il a pris beaucoup de coups. Il les a pas rendus. Il y a eu 18 fautes côté Bourg. Oui, pour 2 cartons jaunes. Ouais. Oui, c'est vrai. Si c'est normal, il faut m'expliquer. Mais... Plus 10 de tours, ça fait 28 fautes en tout, donc un match un petit peu heurté. Première victoire, en tout cas du Tour FC, on l'attendait depuis très longtemps. Ah, c'est un Après grand ouf. 14 journées, est-ce que le Tour FC a enfin lancé sa saison? Non, non, pas quand même. Non, et puis bon, c'est à l'heure de jeu qu'est arrivé donc ce 3e but. Et après, on n'a pas vu grand-chose, faut quand même le reconnaître. On avait une équipe qui a défendu, mais pas toujours très bien. Ouais, mais mine de rien, c'est eux qui ont failli mettre le 4e. Ouais, mais ils ont beaucoup balancé quand même. Oui, non, mais d'accord. Je ne parle pas de la méthode, je parle de démontrer l'efficacité. Quoi, parce que c'est eux qui ont l'occasion. Ceci dit, ils avaient Bourg n'a pas eu d'occasion. Ceci dit, ils avaient plus la trouille d'être égalisés que finalement, ça les a un petit peu paralysés, ça s'est senti. Et ça a été un grand ouf au coup de sifflet final. Mais on n'a pas vu un match d'un très bon niveau, mais c'est normal. C'est normal. Bon, Bourg n'est pas bien classé, Tours en difficulté. T'as la queue de classement, et puis t'as des équipes qui sont un peu. Ils ont la peur au ventre, bien sûr. Tout à donc fait. là, c'est mathématique, faut aller chercher les points, et puis c'est celui qui aura un petit peu plus de chances qui s'en sortira, parce qu'il y a 5-6 équipes qui sont sorties. Parce que là le chantier reste très important. Faut pas rêver, 5 points. Quevilly peut dégringoler, Bourg, on ne sait pas trop non plus sur la longueur. Sur ce qu'ils ont montré, ça sent le bas de classement. Mais bon, de toute façon, c'est... Par contre, Lens ne restera pas là. Donc, moi, je pense. Non, sûrement pas. Je pense que Lens va remonter au classement. Ouais. Donc, non, mais après, en tout cas, moi, j'ai vu des choses intéressantes. J'ai vu Mayoro Ndoye, par exemple. Je l'ai trouvé très intéressant au milieu de terrain. Bon, après, pas toujours juste techniquement, mais en tout cas, il s'est dépensé. Ils sont tous bien. Voilà, ils sont en tout cas, là, on peut pas dire qu'il y a un manque d'envie ou qu'il y a un manque de générosité. C'est plus sur l'aspect technique, le niveau de jeu qui est pas. Et après, ils sont en convalescence aussi. Bien sûr. Quand on voit qu'ils n'ont pas gagné un match depuis le début de saison, quand ils gagnent le premier, on peut pas s'attendre. Ils ont des statistiques incroyables. Voilà. Et ils ont maintenant le plus beau CSC. Martial et Julien, comment vous voyez cette saison du Tour FC finalement, avec seulement la première victoire qui arrive après 14 journées? Si ça vous arrivait, vous, quelle serait votre réaction déjà, en tant que coach? Il serait pas presque, mais pas loin. C'est compliqué à gérer une spirale de défaites. Alors moi je l'ai pas connu en tant qu'entraîneur, mais en tant que joueur, c'est très dur à mobiliser les troupes. Quand on commence à jouer pour ne pas perdre plutôt qu'à jouer pour gagner, c'est dur. Et des fois l'entraîneur il a du mal. C'est plus les entraîneurs qu'il faut, c'est les psychologues à ce niveau-là. Oui, on en parlait, oui c'est vrai. Et oui, il y a des garçons qu'on retrouve pas. Alors tout le monde attend un déclic. Alors ça c'est le mot, c'est le grand mot. Déclic, ça. Mais le déclic, il faut aller se le chercher. Le déclic, il se fait pas tout seul. Ça vient pas. Alors on dit toujours, faut plus travailler, mais il n'y a pas de vérité, parce qu'encore de plus travailler quand ça marche pas, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Donc, j'aimerais pas être à leur place. Ça, c'est sûr. C'est pas confortable. Ça, c'est sûr. Puis après, je souhaite qu'ils s'en sortent quand même, parce que des fois, le maintien, en foot, là aussi, ça va vite, parce que les points, c'est pas 5 points comme nous, c'est un peu différent. Et ils ont quand même, pendant plusieurs années, frôlé la catastrophe. Et ils ont toujours, malgré tout, réussi à s'en sortir. Donc c'est qu'il doit quand même avoir une force de caractère quelque part. Il y a c'est le pire début de saison quand même. Ça a été très compliqué. Oui, c'est le pire. C'est le pire. D'accord, on peut pas faire pire. Pour en revenir à ce que disait Martial, il y a Châteauroux qui a vécu ça pendant plusieurs saisons avant de finalement descendre au bout d'un moment. Bon, ils sont remontés là. Mais c'était ça Châteauroux. C'était à chaque fois sur le fil du rasoir. Puis au bout d'un moment, ça plonge. Ah bah oui, parce que psychologiquement, c'est dur. C'est dur. Et puis il y a l'environnement après. Une saison difficile, 2 saisons difficiles. Il suffit qu'il y ait encore quelques joueurs qui restent. Il dit ça y est, ça recommence. C'est reparti. Donc là, c'est très dur à s'en sortir. Julien, ton avis, toi, là-dessus?
il est dans le même esprit en fait. Quand on est effectivement dans une spirale de défaite, la mobilisation des joueurs elle est compliquée. Et qui plus est en fait au foot là ils sont allés chercher en fait des joueurs pour essayer de garnir des postes où ils étaient un petit peu où ils avaient des faiblesses notamment en défense, et du coup on voit que c'est des défenseurs qui deviennent des buteurs, mais voilà, après je pense qu'ils vont essayer en tout cas de se rassurer sur des choses qui paraissent peut-être futiles, mais dont le Tour FC a besoin aujourd'hui. Donc d'avoir gagné, c'est très bien. D'avoir pas forcément la manière tout le temps, c'est pas grave. Je pense que si sur le contenu, ils ont une grosse demi-heure sur lequel ils peuvent s'appuyer pour travailler et pour peut-être au moins se rassurer dans les têtes, ça leur fera du bien. Mais après, le plus dur, ça sera de confirmer, de faire en sorte que cette victoire-là, la prochaine, ne soit pas dans 10 journées, et de se dire, bah voilà, on a gagné, on est capable de le faire. Il faut enchaîner une série, de toute façon. Voilà, essayer d'enchaîner une série, mais dans le côté positif, pour essayer de recoller au classement, même si, là, quand on voit l'écart de points entre le premier non relégable et Tours, la marche, elle est quand même s'ils ont, entre guillemets, fait un exploit l'année dernière. Parce qu'il y a eu voilà, mais ouais, mais le 18e n'est pas relégable, il est barragiste. Non, il est barragiste. Ouais, barragiste, ça. Ouais. C'est pas très confortable non plus. Non, d'accord. Pour terminer très très vite sur le football, nomination de Franco Torchia comme directeur sportif. Qu'en pensez-vous? C'est un ancien du Mans. Il a un beau CV, hein. Ouais, non, mais il a du réseau. C'est quelqu'un qui a été de mémoire chercher des joueurs comme à l'époque Graffité, Romaric. Ah ouais. Donc c'est des joueurs qui ont fait les belles heures du Mans. C'est un ancien pro lui. Il a été chercher aussi Gervinho à l'époque. Et il l'avait lancé avec le Mans. Il avait récupéré Corchia aussi de mémoire. Corchia avait engagé Corchia. Voilà, pour le jeu de mots pour Yves. Mais non, c'est quelqu'un, puis Johan Pelé aussi. Donc c'est quelqu'un qui. Où le Mans était en première division. Oui. Bah oui, il sort pas du Mans là, parce que si tu veux ça fait une mauvaise nouvelle. Ça date. C'était la meilleure époque du Mans 2009, quelque chose comme ça. Ils vont gagner à Marseille. Non, mais c'est justement ça. Il a une carte de visite. Ouais, puis peut-être qu'avec le réseau qu'il a au mercato d'hiver, après on va pas non plus empiler les joueurs parce qu'il y en a déjà beaucoup, mais après moi je vais juste faire une toute petite aparté sur ça. Je trouve que, au départ j'étais satisfait du recrutement parce qu'il y avait des joueurs qui étaient intéressants. Au final, quand j'ai regardé de plus près la provenance de chaque joueur, en fait je m'aperçois qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient dans des équipes qui sont descendus. Ouais, c'est exact. Donc à un moment on peut pas s'étonner. Il y a un problème de niveau. À un moment, on peut pas s'étonner. Le recrutement est moins riche que on a deux joueurs du Red Star, on a un mec de Laval, on a été chercher les gars qui jouaient pas dans leur club, donc du niveau plutôt national. Est-ce qu'on peut s'étonner? Je suis pas sûr. Allez, on va changer de sport et parler de hockey sur glace juste après ce jingle. Suivez le débriefing des rencontres sportives tourangelles tous les lundis de 19h à 20h en écoutant le grand débrief sur ITS Radio. Les remparts de Tours donc recevaient Mont-Blanc, c'était samedi dernier à la patinoire de Tours, une défaite inattendue des remparts 2-6. La cause, messieurs, de cette défaite? C'était un jour sans. Mais vraiment un jour sans. Alors de la fatigue, visiblement. Alors peut-être après le gros match fait à Briançon, avec une belle victoire. Alors c'est ça qui est curieux. On attendait plutôt la défaite. Confirmation. L'inverse. La défaite à Briançon et puis une victoire contre Mont-Blanc. Et la logique aurait voulu, mais finalement la logique, il n'y en a pas. On a surtout vu une belle équipe de Mont-Blanc. Oui, très belle. Que son classement ne reflète absolument pas, parce que l'équipe avant le match était avant-dernière de mémoire. Donc moi je m'attendais à voir une équipe un peu moribonde. Non, clairement. Bon. Je m'attendais de voir une équipe un peu moribonde, ça n'a pas du tout été le cas, franchement. Conquérant, mais il faut dire qu'en face, c'est les remparts. Ouais, mais en attendant, ils ont fait le match qu'il fallait, on peut pas leur ôter ça. Leur gardien sur 2 tiers, il était monumental. Le troisième aussi. Hein. Donc, il en a pris 2, mais bon. Ouais, non, mais il en prend 2 parce qu'il y a peut-être un moment une petite déconcentration, mais franchement, Sagnas, il fait un très très gros match. Et bon, le plus gros effet. Il peut en prendre 2, c'est pas grave. Oui. Non, mais il les a écurés, franchement, faut être honnête. Sur les 2 premiers tirs. Ils sont tombés contre une équipe qui les a bousculés, ils n'ont pas eu les armes pour répondre. Pas forcément très adroit en attaque, quand même. Ça attaquait certes du côté rempart, mais bon, c'était pas précis, c'était pas fini. Il n'était pas toujours en danger non plus.
Il y a eu énormément de tirs à côté. Ouais, non, mais il a pas été toujours en danger, mais il y a eu quand même des actions où je me souviens notamment de Boning Country ou même Altidore qui l'ont mis en danger. À un moment, il sort un tir, il est allongé par terre. Il sort un tir avec la botte. Faut quand même aller la chercher. Il a fait une belle démonstration, ça c'est sûr. Donc faut pas non plus. Faut pas minimiser le Mont Blanc, ça c'est sûr. Mais en même temps, il faut quand même accepter le fait que les remparts n'étaient pas dans un bon jour. Parce que bon. Est-ce que les joueurs ont pêché collectivement, individuellement ou les deux? On va dire les deux. Hein. Ah, les deux, sans problème. Matej Christine a fait un match compliqué. Ils ont un peu oublié le collectif quand même. Hein. Ils se sont lancés dans des raids les uns les autres. Ouais, mais il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles qui ont amené la chute collective. Hein. Aussi. Parce qu'il y a eu des erreurs grossières en défense. Des fois, le Palais était en zone offensive. Je me souviens notamment d'un but, je sais plus si c'est le 2e ou le 3e, mais il y a une supériorité numérique pour les Tourangeaux. Ils ont le Palais, il doit rester 3 secondes. Ils ont le Palais, ils shootent pas, ils font rien. Le joueur de Mont-Blanc rentre sur la glace. Un joueur de Mont-Blanc tape dans le Palais avec sa crosse. Le gars récupère le Palais et il va jusqu'au but et il ajuste Matej Christine. Et personne n'avait réagi en défense côté Tourangeau. Oui, c'était apathique, hein, c'est vrai. Compliqué, hein, tu peux pas espérer grand-chose dans ces circonstances-là. Ils ont peut-être été un peu suffisants aussi, en se disant, bon, on a gagné. Une sous-estimation de l'équipe. Non. Peut-être quand même. Non, franchement non. Non, parce que t'as des joueurs quand même comme Ville Vepsalainen qui jouent à Mont-Blanc, qu'on connaît bien, parce qu'ils jouaient à Tours l'année passée. Bien sûr, oui. Donc non, je pense pas qu'ils les ont sous-estimés. Non, il faut simplement rendre hommage à cette équipe qui a fait un bon match et qui était dans les profondeurs du classement et qui, je pense, à la fin de l'année ne sera pas à cette place-là, clairement. Le prochain match, La Roche-sur-Yon, 11e avec 9 points. La Roche, c'est pas non plus la même équipe que l'an passé. On peut aller chercher des points encore. Ah bah oui, parce que La Roche, en tout cas, eux, le classement, je veux pas être méchant vis-à-vis d'eux, mais en tout cas, leur place au classement reflète leur niveau. Oui, c'est ça. Eh bien, on va passer au basket. Alors, avec cette conclusion, l'UTBM qui se déplaçait à Berck, victoire 62-66. C'était chaud, mais ça passe une fois de plus. Un peu dans la douleur quand même. Surtout en fin de match. Encore une fois, ils ont bien sur les 4, sur les 3 premiers cartons, c'était bon. Ils avaient une belle avance d'ailleurs. Il y a surtout dans le 2e où ils font 31-15. Ah oui. Là-bas en plus, sachant que le Palais des Sports de Berck, c'est quand même c'est impressionnant, assez chaud. Assez chaud et un beau cop. C'est une très belle salle en plus. Ouais. Et non, franchement, ils ont été très très solides. Ils ont été solides, mais toujours ces fins de match un peu délicates, quoi, où ça lâche un peu. Ouais, mais là, t'es quand même à l'extérieur. Oui, bien sûr. Donc, ils finissent à 62-66, 4 points. Tu te rappelles, il y avait pas loin de 20 points, je crois, à un moment. Il y a eu 20 points à un moment, mais par contre, sur le dernier quart, il y avait à peu près toujours 6-7 points d'écart. Oui, c'était beaucoup plus serré. Bon, il y a une réaction qui est normale. Hein, de toute façon. Oui, puis il y a la dernière minute où il y a faute sur faute sur faute sur faute, et chacun va à ses lancers francs, donc c'est de bonne guerre. Là, les fautes ont été sifflées. Puis franchement, moi j'ai trouvé, et il faut les féliciter, une grosse force de caractère, parce que je pense que Berck était quand même 4e avant ce match. Je pense que ça doit pas être une partie de plaisir d'aller gagner à Berck. Peut-être un petit passage à vide quand même. Ouais, mais c'est un petit peu logique, un peu de fatigue aussi. Toujours. Finalement, on était un petit peu inquiet après la défaite à domicile contre Vanves il y a quelques temps. On se rend compte que c'est la seule du championnat en 8 rencontres. Le reste, c'est 7 victoires. Ouais. C'est un beau bilan pour l'instant. Il en faut une peut-être. Il en faut une comme ça peut-être. Pour se réveiller un petit peu et puis resserrer les rangs aussi. Puis l'équipe de Vanves, c'est quand même une belle équipe. Ils l'ont prouvé. Oui. Je regardais les résultats justement avant, et ils ont mis 110 ou 120 points là, ce week-end. Ils ont cartonné. Là. Donc c'est peut-être une équipe aussi qu'on a sous-estimée. C'était pas à sa place aussi. On a sous-estimé, c'est possible. Mais en tout cas, non, les Tourangeaux, en tout cas, à part ce match-là, font un début de saison idéal. Après, reste à confirmer. Il y a une équipe à 8 victoires ? Ouais. Non. Oui. Non. Il y en a pas. Quelle équipe ? Vitré est devant. Moi, je crois que les 3. Tout le monde a perdu. Que les 3 sont au même. Donc tout le monde a perdu. Ce week-end. D'accord. Alors je vais regarder. Non, moi je suis pas sûr que ce week-end.
Ah bon? Oui, jusqu'à présent, oui. On va regarder la confirmation. On n'est pas d'accord. Ça arrive. Il y a Geoffrey en tout cas qui était sur place et qui nous dit qu'il y avait une dizaine de supporters tourangeaux qui avaient fait le déplacement. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on les a vus on suivait avec Yves pendant les temps morts. Ok, mais faut pas le dire. Non, pendant les temps morts du hockey. Oui, oui. Pendant les temps morts. Pendant que la surfaceuse faisait son travail, on suivait le basket et c'est vrai qu'on a vu les supporters tourangeaux qui étaient derrière le banc tourangeau. D'ailleurs, dans le Palais des Sports de Berck, ça faisait bizarre parce que sur le bord du terrain, au bord du terrain de basket, il y avait des barrières, mais comme on trouve dehors, des barrières pour empêcher les spectateurs d'aller sur le terrain. Donc, ça doit être assez bizarre de jouer dans un contexte comme ça, mais en tout cas, c'est bien pour les tourangeaux d'être suivis comme ça, surtout aussi loin. C'est bien. Et puis, ils ont donné une belle victoire à leur Tourberck, c'est pas mal. C'est pas à côté. Hein. Ouais. On donnera le classement d'ici quelques instants. On va terminer avec le CEST qui se déplaçait à Sénart. Les filles, donc Tourangelle, victoire 59-67. Pourtant, ça avait très mal débuté, Francis. 18 points de retard à la fin du premier quart. Que s'est-il passé ? Je sais pas, on a l'impression qu'elles n'ont pas démarré le match en même temps que les autres, là, parce que elles ont oublié 18 points, effectivement, dans le premier quart-temps, quand on sait que 10 minutes, ça fait lourd, une sacrée... Ouais, c'est comme si ça avait été une équipe senior contre une équipe de Benjamin, quoi. 18 points, ça semble énorme, quoi. Donc, elles ont... Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une piqûre avant. En tout cas, un tout autre visage du CEST à partir du deuxième quart. Ouais, elles sont réveillées, c'est venu gentiment. D'après les dires, il y a eu plus de motivation. Le coach a dû souffler dans les bronches parce que il y en avait besoin. De toute façon, ça pouvait pas être pire. Donc, il a fallu visiblement, il a trouvé les mots justes. Les filles ont dû se bouger les fesses un petit peu et elles sont remontées plus ou moins au score. Il y avait quoi le score à la mi-temps ? 39-30 à la mi-temps. À la mi-temps. Et donc, victoire finalement 59-67. T'es allé les voir jouer ? Ouais, moi je les suis, je les suis quand même régulièrement parce que j'ai ma femme et mes filles qui jouent au CES, ma femme m'entraîne et ouais, d'accord. Donc moi je les avais joués en début de saison contre Saran. Et j'y étais, c'était à Saran, en amical. Ah d'accord. Parce que il y a un beau potentiel, il y a quand même de l'effectif et bon, je pense qu'il faut le temps qu'elles se... Parce que Saran c'est pas mal. Qu'elles se calment un peu. Elles sont venues gagner en championnat là, ouais, je me souviens. Elles sont venues, j'avais été un peu surpris parce qu'on l'avait vu en amical. Enfin, il me semble que c'est ça. Je trouve qu'il y a quand même il y a du potentiel dans cette équipe. Parce que là, c'est ce que je disais il y a quelques semaines quand on en parlait, elles sont dans une poule plus difficile que l'année dernière. Et parce qu'elles ont aussi un effectif supérieur à l'année dernière, mais la poule est plus difficile, donc on s'en rend pas trop compte. Mais cette équipe-là, dans la poule de l'année dernière, ça aurait donné un autre classement. Oui, il y a plus en effectif, qualitatif et quantitatif. Voilà. Et puis les poules parisiennes, de toute façon, en basket, sont toujours plus fortes. Ouais. En tout cas, elles intègrent le top 5 du classement. C'est une très belle opération d'un point de vue comptable. Ah bah oui, là c'était un match qu'il fallait... je sais pas dans le tableau de marche s'il était prévu en victoire ou en défaite. En tout cas, elles sont allées, par la force de volonté et tout, elles ont remonté le temps perdu. Et elle gagne 67-59 plus 8. Quand tu es à moins 18, ça fait quand même une belle chevauchée, quoi. Oui. Donc bravo à elle, de toute façon, d'avoir surmonté ce début de gouffre, quoi. Et en plus de ça, prochain match, ce sera ce dimanche, donc à Montconseil, face à Épouville, la Lanterne Rouge. Donc là aussi, encore une possibilité de marquer les 2 points de la victoire. Et l'UTBM, lui, jouera contre Pornic. Ce sera aussi à Montconseil samedi soir. Et donc, Basile, tu vas pouvoir me payer un restaurant, puisque chaque équipe Vitré et Angers ont également une défaite depuis le début de la saison. Les pendules sont à l'heure. Puisque Angers, c'est contre Tours. Tant mieux. On va terminer cette émission. Merci beaucoup à Martial Carrière, le coach du SCC. Merci également à Julien Dartevel, le coach de l'UST. Merci à Yves Rapin, Francis Leroux, Basile Martin, Guillaume Colomba à la technique avec Joseph Pénisson. Et on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Très très bonne soirée à tous.